j'appelle Candice Brenet et Guillaume Morelli, si vous voulez bien monter sur scène. Candice, on va commencer par vous. Candice Brenet, vous venez de prendre la présidence de la commission ESCG pour avoir un terme barbare, on va dire environnement social et gouvernance. Exactement. Vous êtes chez Ardian et Guillaume Morelli, vous êtes responsable du développement d'Intonex. C'est intéressant de voir justement comment si pour vous ça a une réalité. On commence peut-être pour vous, Candice, pour voir s'il y a une responsabilité, une vraie responsabilité en l'occurrence des actionnaires. Oui, alors je pense qu'il y a quelques années encore, on pouvait se poser la question du rôle de l'actionnaire sur les problématiques environnementales, sociales et de gouvernance. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un consensus large au sein de la profession sur le fait que l'actionnaire, il n'a pas un rôle que d'apport capitalistique. Son apport, il va bien au-delà de ce sujet. Les fonds aujourd'hui, ce sont des vecteurs de l'accélération de la croissance pour les entreprises, des vecteurs de transformation. Donc ça veut dire qu'ils doivent apporter une vision stratégique, la partager avec les entrepreneurs, ils doivent mettre à disposition leur réseau pour aider les entreprises à se développer à l'international, pour accéder à des experts sectoriels ou technologiques. Donc d'une manière générale, l'actionnaire, le rôle des fonds, c'est d'apporter une impulsion et un soutien à toutes les initiatives qui ont été facteurs de protection et de création de valeur, et l'extra-financier en fait évidemment partie. Je pense qu'il est évident pour chacun de nous que la mobilisation des collaborateurs autour du projet d'entreprise, c'est un facteur clé de succès du plan de l'actionnaire. De la même manière, la formation des collaborateurs ou leur sécurité sont des facteurs de productivité, de qualité, qui tous concourent à la compétitivité de l'entreprise. Donc c'est un sujet essentiel pour l'actionnaire. Et en pratique, on voit que la profession en France, elle a déjà intégré cette problématique au métier. On le voyait avec quelques stats du rapport annuel ESG de la FIC l'an dernier. 82% des fonds ont déjà formalisé une politique d'investisseurs responsables. On voit des équipes dédiées aux sujets extra-financiers dans les fonds. Dans un tiers des fonds, il y a au moins une personne à temps plein. Et puis bien sûr, dans le process d'investissement des fonds, c'est très net. On voit les due diligence à l'acquisition spécifiquement sur les facteurs extra-financiers se développer. Voilà, donc c'est déjà une réalité pour les fonds. Et le fait que je sois ce matin sur la scène, c'est encore un autre élément qui atteste de cette réalité. Et je pense que ce rôle, il est appelé à se développer pour deux raisons principalement. D'abord, les pressions externes, elles vont croissantes. On a vu la loi de transition énergétique entrer en application très récemment. Et on anticipe sa déclinaison au niveau d'une directive européenne. Et puis les investisseurs qui nous confient leurs capitaux sont eux-mêmes en attente de la part des fonds de prendre ce sujet à bras-le-corps. Il y avait un chiffre intéressant dans l'étude de fin 2016 de Price qui montrait que la moitié des 110 fonds interrogés dans le monde observaient que la majorité de leurs investisseurs avaient un intérêt pour les sujets extra-financiers. Et l'autre élément qui plaide aussi pour renforcer le rôle de l'actionnaire sur ce sujet-là, c'est que maintenant, il y a un lien objectif qui est établi entre la prise en compte des facteurs environnementaux, sociaux, de gouvernance dans les entreprises et la performance financière. On a maintenant quelques années de recul qui nous permettent de voir l'impact des initiatives RSE dans les entreprises. Et donc, le lien entre l'économique et l'extra-financier, il est clair. Vous avez quelques mesures nous, sur ce lien, parce que ce lien, c'est juste pour que ça ne soit pas qu'au niveau des concepts et des grandes intentions. Comment est-ce que ça peut justement... Alors, les méthodologies sont en train d'être développées. Elles ne permettent pas aujourd'hui de chiffrer les bénéfices de toutes les actions extra-financières. Je n'ai pas connaissance de chiffres à l'échelle de la profession. Nous, on a fait l'exercice chez Ardian sur certaines de nos boîtes et sur des actions environnementales ou de santé, sécurité des collaborateurs au travail. On a évalué les bénéfices en termes de centaines de milliers d'euros sur l'EBITDA des entreprises pour lesquelles on a fait le test. Donc c'est très significatif. Donc c'est très significatif, c'est réel. Est-ce que ça ne concerne pas que des grands fonds ? Je pense que c'est un faux débat. Je pense que l'extra-financier, il fait partie de l'hygiène de base
de l'investisseur professionnel, pour les raisons que j'évoquais, parce que c'est un facteur de création de valeur avec des risques, des opportunités. Et je pense que en pratique, on voit que les fonds français, ils ont très tôt et massivement adhéré au principe pour l'investissement responsable. C'est l'organisation internationale qui fédère la communauté financière autour de l'extra-financier. On a 72 fonds français qui ont signé les PRI. On est le plus gros contingent national en termes de private equity à avoir adhéré à ces principes. Et à l'échelle de l'AFIC, on fait la même observation. On a beaucoup de sociétés de gestion qui s'impliquent dans la commission ESG qui est très active depuis 2009. On a 35 fonds qui contribuent dans les différents groupes de travail. Et au sein de tous ces fonds, on n'a pas que des Ardian. On a des fonds de toute taille. On a des équipes de 15 personnes. On a des gens qui font de l'equity, d'autres qui font de la dette, de l'infra, du LBO, du venture, du Majo, du Mino. Il y a vraiment de tout. Et c'est vraiment très important parce que l'ambition de l'AFIC et de la commission ESG de l'AFIC, c'est d'accompagner les fonds pour qu'ils intègrent l'ESG dans leur pratique d'investissement, mais pas pour que d'une manière formelle, on puisse dire on est de gentils investisseurs. Voilà. Ouais. On attend que ça produise des effets aussi dans les entreprises et qui vont se refléter dans la performance financière des fonds. Et ça suppose d'avoir une réflexion collective et qui permette d'ancrer les recommandations sur l'extra-financier dans la pratique réelle du métier d'investisseur. Merci Candice Brunet. Guillaume Morelli, comment est-ce que les marchés financiers peuvent justement financer ces nouveaux segments, si nouveaux segments il y a à vos yeux? Oui, merci beaucoup. C'est vrai que lorsqu'on parle d'ESG, on parle de long terme, on parle de finances durables, et ça intègre deux réalités qu'il faut distinguer. La première, c'est la transformation d'une partie de notre économie d'un modèle carboné vers un modèle décarboné. Et la deuxième, c'est l'intégration dans nos logiques d'investissement de critères qui nous permettent d'apprécier les actions à long terme des entreprises que nous accompagnons. Et donc, c'est vrai, sur l'émergence d'une nouvelle économie, d'un nouveau segment, que l'on parle de transition énergétique, que l'on parle de troisième révolution industrielle, que l'on parle de clean tech, finalement la rhétorique est sensiblement la même. On parle de financement d'une croissance plus qualitative et on parle de financement de l'innovation. Et c'est clairement là où les marchés financiers peuvent jouer un rôle important, justement en apportant des ressources longues, à la fois en actions ou en obligations, aux entreprises qui portent ces projets, bien sûr en apportant aussi une liquidité pour les actionnaires historiques, et notamment membres de l'AFIC. Quand on regarde aujourd'hui sur la partie obligataire, parlons des green bonds. Alors les green bonds, ça existe depuis très longtemps. C'était historiquement réservé aux agences supranationales. Je pense que les Nations Unies ont été les premiers émetteurs de green bonds. Depuis 2013, c'est un nouveau segment qui connaît une très forte croissance. En 2016, il y a eu plus de 80 milliards de dollars de green bonds qui ont été émis. C'est quasiment autant que sur 2013, 2014 et 2015 réunis. Et il y a des innovations, il y a des choses importantes à noter. La première, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les entreprises qui sont les premières émettrices de green bonds. Pour les 2/3, ça va toucher le secteur du transport. De plus en plus maintenant également celui des énergies alternatives, et dans une proportion encore plus modeste, mais en devenir, la construction et le traitement du déchet. La deuxième chose à noter et qui est intéressante, c'est que pour le coup, l'Europe là, joue un rôle moteur dans l'émergence des obligations vertes, puisque nous sommes le premier marché au monde aujourd'hui pour la cotation de ces obligations. Il faut reconnaître que nous sommes talonnés depuis quelques trimestres par nos amis chinois qui prennent le sujet à bras-le-corps. Et c'est vrai qu'ils y vont avec des moyens conséquents. Et là aussi, soyons un petit peu fiers, la France joue clairement un rôle moteur. C'est très clairement maintenant le premier marché européen sur les green bonds. Et avec la COP21, le soutien de Paris Replace, Euronext a aussi souhaité avoir un rôle moteur et leader sur ce segment. Il y a de plus en plus d'obligations qui sont cotées, parce que lorsqu'on parle d'un nouveau segment, on a besoin de visibilité. On a besoin de mieux comprendre les modèles de fixation des prix, de créer des benchmarks pour justement inciter et mieux flécher l'épargne. On a même eu des ETF qui sont créés sur les obligations vertes, ce qui est un élément intéressant. Et aujourd'hui, près de 60% des obligations vertes cotées en Europe le sont sur nos marchés. Le deuxième élément pour nous qui est intéressant de noter, c'est sur la partie finalement financement en action de ces nouveaux segments. Et là,
on ne part pas de zéro, même si c'est un segment qui progresse. Clairement, nous, Euronext, on a depuis maintenant 3 ans mis un focus particulier sur le financement de l'innovation et notamment des clean tech. On a démarré de manière très simple avec d'abord la création d'un label pour montrer qu'on a justement des beaux champions et des sociétés qui grandissent vite. Ce label s'appelle le Tech 40 et les éco-industries aujourd'hui représentent plus de 10% des sociétés labellisées. C'était pas grand-chose il y a quelques années. Quand on parle aussi d'innovation, finalement, on parle aussi de capacité des investisseurs à bien les comprendre et bien la valoriser. Donc on a aussi investi pour la recherche et l'analyse financière. On a notamment signé un partenariat avec Morningstar, mais on ne va pas s'arrêter là. Pour pouvoir accélérer et continuer à grandir, il faut qu'on ait une taille critique et qu'on raisonne non plus sur le marché français, mais sur le marché européen. Et depuis le début de l'année, Euronext a souhaité sortir de sa zone de confort. Et maintenant, on a ouvert des nouveaux pays, puisque en plus de la Belgique, du Portugal et de la Hollande, on va maintenant avoir l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et l'Espagne, pour devenir justement la place européenne, ce Nasdaq européen, pour le financement des clean tech. Merci beaucoup, Guillaume Morelli. Candice Brunet, juste un mot peut-être en conclusion. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un engagement, il y a une prise de conscience de vos collègues suffisamment forte par rapport à ces enjeux ? Alors, on voit qu'il y a une dynamique très forte. Ouais. Maintenant, je sais qu'Olivier a lancé un appel déjà hier soir pour le rapport annuel ESG de la FIC. On est en train de boucler la 4e édition. Donc, je profite du micro pour vous inviter tous à répondre parce que ça sera un bon benchmark de l'évolution de notre profession. Il vous reste jusqu'à demain. Mais décidément, il vous en reste des choses à faire cet après-midi. Mais le questionnaire, il est facile, c'est rapide, ça fait pas mal. Merci beaucoup. Merci, Candice Brunet. Merci. Guillaume Morelli.